Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session de formation sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de cette édition, les inscriptions pour l'examen du baccalauréat 2024 ont pris fin ce mercredi 31 janvier sur l'ensemble du territoire national. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, c'est le CEG Bégamé à Cotonou qui a abrité l'équipe de l'Office du bac pour l'inscription des candidats libres. Le constat de la clôture des inscriptions dans ce journal. Et pendant ce temps, l'ANIP présente aux membres du corps diplomatique et consulaire accrédité près le Bénin la meilleure façon d'authentifier ces documents. Une initiative visant à faciliter l'authentification des pièces sécurisées qu'elle délivre aux Béninois de la diaspora dans leurs différents pays de résidence. L'Agence nationale d'identification des personnes y est arrivée grâce à la collaboration de la Direction générale des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur. Nous parlerons également de la 3e édition de la fête des retrouvailles des descendants du roi Béanzin. Le rendez-vous de cette année a une fois encore été l'occasion pour les fils et filles de cette lignée de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi Béanzin ont été rappelés et un accent particulier a été mis sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Les inscriptions pour l'examen du baccalauréat 2024 ont pris fin ce mercredi 31 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, c'est le CEG Bégamé à Cotonou qui a abrité l'équipe de l'Office du bac pour l'inscription des candidats libres. Le constat de la clôture de ce processus dans ce reportage. CEG Bégamé, il est 17h30. Les inscriptions viennent de prendre fin pour les candidats au baccalauréat 2024. Conformément au calendrier dans l'espace UEMOA, les candidats au baccalauréat 2024 étaient appelés à s'inscrire du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Plusieurs centres, sur tout le territoire national, ont accueilli les candidats libres à cet examen pour leurs inscriptions. Nous sommes dans le processus d'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA. Et cette harmonisation est telle que sur le plan dans l'espace UEMOA, nous devons tous avoir, n'est-ce pas, les mêmes nombres de jours pour l'inscription au baccalauréat. Donc c'est au regard de tout ça là que les 45 jours francs ont été observés pour l'inscription des candidats libres. C'est aujourd'hui le dernier jour. Plusieurs étapes sont suivies par les candidats à leur arrivée dans le centre pour le dépôt de leur dossier d'inscription. D'abord, le candidat libre doit pouvoir s'inscrire en ligne. Donc, il y a une équipe qui est ici, dans tous les centres, au niveau de tous les départements, pour les accueillir. Alors, cette inscription en ligne se fait d'abord avec cette équipe. Et après l'inscription en ligne, étant donné qu'il y avait aussi les dossiers physiques qu'ils ont par devers eux, donc ils viennent, n'est-ce pas, pour déposer en confirmation de l'inscription en ligne les dossiers physiques, n'est-ce pas, afférents à cette inscription qu'ils déposent auprès, n'est-ce pas, des équipes qui sont là pour ça. Pour les candidats libres qui n'ont pas pu s'inscrire avant la clôture, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Mais en ce qui concerne ceux dont les dossiers sont incomplets, une exception est faite par l'Office du bac. Normalement, les dossiers incomplets, c'est pour les candidats officiels. Mais de façon exceptionnelle, il y a certains candidats qui déjà ont pris la quittance. Et étant donné qu'ils ont déjà pris la quittance, et qu'ils ont fait l'inscription en ligne, donc ces candidats sont autorisés à déposer les dossiers, même si ces dossiers sont incomplets. C'est de façon exceptionnelle cette année que le directeur général de l'Office du baccalauréat a pris cette mesure, parce que l'année passée, beaucoup de candidats ont été pénalisés pour ça, et des pétitions ont été faites à l'endroit de l'autorité. Et le directeur général du baccalauréat, n'est-ce pas, a accepté cette année pour prendre en compte ces retardataires. Il faut dire que le processus d'inscription est dirigé par les autorités nationales par le biais de l'Office du bac avec la contribution des responsables au niveau de l'UEMOA.
Et pendant ce temps, l'ANIP présente aux membres du corps diplomatique et consulaire accrédité près le Bénin la meilleure façon d'authentifier ces documents. Une initiative visant à faciliter l'authentification des pièces sécurisées qu'elle délivre aux Béninois de la diaspora dans leurs différents pays de résidence. L'Agence nationale d'identification des personnes y est arrivée grâce à la collaboration de la Direction générale des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur. La présentation a eu lieu ce mercredi au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. William Cliquant pour les détails. Difficile de lire les QR codes sécurisés que portent les documents délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes avec des applications usuelles. L'ANIP trouve donc la solution avec la création d'une application d'authentification de ces actes et autres documents. Il est dénommé ANIP BJ. Les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités près le Bénin sont ici formés au procédé d'authentification de ces différents actes et certificats. Des documents souvent soumis par les Béninois de l'étranger aux services administratifs de leur pays de résidence. Les présentations et démonstrations pratiques ont pris en compte l'authentification de l'acte de naissance sécurisé, de l'acte de naissance sécurisé avec la mention marginale et de l'acte de mariage. Les procédés pour vérifier le certificat du numéro personnel d'identification, du certificat d'identification personnelle, des certificats de coutume et de célibat et du certificat de résidence ont été aussi expliqués aux diplomates. Nous avons un volet modification. Modification sur mesure. C'est-à-dire, on ne pourra modifier ici que le numéro de téléphone, l'adresse mail ou la signature. Ça veut dire quoi? Si on vous fournit des actes, notamment le CIP, où il n'y a pas la signature, vous avez la possibilité de leur dire, prenez l'application, créez un compte signé et obtenez l'acte. Donc il pourra venir au niveau de modifier, et là il modifie. Une séance de présentation tenue grâce au soutien de la Direction générale des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur du ministère des Affaires étrangères. Ceci dans le but de garantir la fiabilité des documents de l'ANIP détenus par les Béninois hors des frontières nationales. Nous avons mis à disposition une application Android ANIP BJ qui permet de lire et de décrypter les QR codes qui sont présents sur les documents sécurisés, de pouvoir renseigner un certain nombre d'informations contenues sur l'acte que nous voulons authentifier. Et vous avez en retour, s'il s'agit d'un acte de naissance par exemple, la photo du détenteur de l'acte, et s'il s'agit d'un acte de mariage, vous avez les photos des deux époux. Et ils pourront en retour informer leurs autorités à divers niveaux dans leur pays. Et ça pourra, dans le cadre des différentes procédures que les Béninois de l'étranger engagent dans leur pays de résidence, sans souci, les actes pourront être facilement authentifiés et les services pourront leur être rendus. Les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin ont interagi avec les cadres après la présentation. Ils ont formulé des recommandations que l'ANIP promet de prendre en compte pour une version actualisée prochaine de l'application. Une messe en mémoire des sinistrés de Dassa, l'initiative de l'évêché est soutenue par les autorités et autres cadres de la région. Qu'ils vous souviennent, suite à l'accident de circulation survenu il y a un an, plus d'une trentaine de personnes ont péri dans un accident. Plusieurs autres portent toujours les séquelles et les blessures post-traumatiques de ce malheureux événement. La messe a été dite à la paroisse Sacré-Cœur de Dassa. Nous allons suivre. L'événement a plongé tout le pays dans le désarroi, la détresse et le deuil. Un an après le drame survenu à Dassa, les Béninois se rappellent encore de ce dimanche après-midi. Un bus de transport commun est entré en collision avec un camion et a pris feu. Le bilan dressé par les autorités a fait état de 29 décès, dont 20 personnes décédées calcinées sur les lieux. En effet, nous avons été impuissants face à l'ampleur du désastre. Voyant nos frères et sœurs partir dans les flammes, humainement, il s'agit d'une situation indescriptible, voire inacceptable. Toutes et tous se demandent pourquoi cela. Multiples interrogations qui restent sans réponse. En mémoire des disparus, mais aussi des blessés de cet accident grave, une messe a encore été dite ce lundi 29 janvier 2024. L'initiative de la célébration émane de l'évêque du diocèse de Dassa-Zoumé qui a bénéficié du soutien de la préfecture des collines. Réunis aux côtés du peuple de Dieu, parents, amis, autorités et autres invités ont une fois de plus imploré la grâce et la bonté du Tout-Puissant.
Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est au début et à la fin de tout. Et puisque nul n'est éternel, et donc qu'ils reçoivent ça ainsi et qu'ils continuent de prier pour que les âmes des défunts reposent en paix. À l'endroit des parents des victimes, une fois encore, c'est le lieu, le moment de leur réitérer toutes nos condoléances. Nous savons que ce n'est pas facile, oui, puisque parmi les victimes, on avait aussi des parents, on avait des amis et la douleur persiste. Face à la douleur engendrée par les pertes en vies humaines enregistrées, le père célébrant a invité les uns et les autres à se remettre à Dieu et à garder la foi en toutes circonstances. Un seul humain vaut plus que toutes les richesses du monde. Et nous pouvons dire que Dieu se réjouit de la mort de tant de personnes dans ce drame. Non, bien au contraire. D'autant plus que Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort, mais plutôt pour la vie. Et nous sommes convaincus que nos frères et sœurs qui ont péri dans ce drame vont entrer dans son éternité, dans la lumière sans déclin. Je voudrais demander à Dieu, je voudrais prier comme nous l'avons fait tout à l'heure, prier Dieu de consoler toutes les familles qui sont éplorées pour que ce drame vraiment puisse passer. C'est vrai que les êtres humains sont irremplaçables. Et vous voyez tous ceux qui sont décédés, c'est vraiment important et nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Comme à Dassa, de pareilles initiatives ont été répétées dans d'autres localités du pays, tant le choc et le souvenir des pertes sont toujours vivaces dans les esprits. Parlons politique à présent avec le sujet qui défraie la chronique. Le parti Forcerie pour un Bénin émergent donne un accord pour la relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026. Ce parti de l'opposition dévoile clairement sa position à la faveur d'un point de presse organisé ce mercredi à Cotonou. Je vous invite à suivre l'essentiel du message délivré par le président Paul Rompé. Tout le monde est unanime qu'il y a des dispositions de la loi qui ont créé des problèmes et qui vont encore en créer si on laisse les choses en l'état. Donc nous avons dit au chef de l'État que nos expériences nous obligent à vraiment souhaiter qu'il y ait une relecture du code. Lorsque vous voyez les montants des cautions à payer au Bénin, vous-même imaginez une formation politique de l'opposition au Bénin aujourd'hui réunit 163 500 000, plus 18 millions, plus 50 millions, la même année, sans compter ce qu'il faut pour aller faire campagne, etc., etc., c'est énorme. Dès lors que nous avons pensé qu'il faut organiser toutes les élections dans une même année, il faut également penser à comment permettre aux formations politiques donc, de pouvoir y participer. Donc, il faut aller voir combien on peut véritablement payer en termes de caution. Il faut réduire la caution. Quelle est la mandature qui va parrainer en 2026? Pour nous autres, c'est les élus de 2026 qui doivent parrainer. Et pourquoi? Vous voulez élire un président de la République qui aura 5 ans à faire avec des élus donc, mis en place à partir de 2026. Si c'est ceux qui sont sortants, ceux qui sont finissants, qui vous parrainent, et que vous gagnez, si vous n'avez pas la majorité qu'il faut à l'Assemblée, les 5 ans là, c'est-à-dire ce serait vraiment le calvaire pour cet élu. Au maximum, il faut aider celui qui sera élu président de la République de disposer d'une certaine majorité à l'entame de son mandat. Il nous a vraiment écoutés et n'a pas manqué de montrer son sentiment que lui, il est déjà fini, que lui part. Il nous a réitéré ça. Lui,
qu'on révise, qu'on fasse. Non, lui n'a plus vraiment d'intérêt à ce que. Donc, pourvu que ça permette, n'est-ce pas, de continuer et que le pays soit en harmonie, etc., après lui, etc. Donc, bref, ça nous a permis de savoir que, bon, il n'est pas derrière ce qui se fait, profession de foi, mais que c'est aux acteurs de prendre leur responsabilité et faire ce qui doit se faire. Et dans le même temps, des voix continuent de s'élever pour dénoncer la mise à la retraite d'office de plusieurs centaines d'agents des forces de défense et de sécurité, notamment des agents de la douane, de la police républicaine, des eaux et forêts. Pour Pascal Todjino, ancien syndicaliste qui a longtemps défendu les droits des travailleurs, cette décision du gouvernement n'est qu'un drame social. Voici un extrait de ses propos recueillis par Emma Rodono. La mise à la retraite, disons, anticipée des agents des forces de sécurité publique et de défense, c'est quelque chose de particulièrement dangereux. Dangereux par les personnes qui sont visées. Je dis bien par les personnes qui sont visées. Dangereux parce que ça peut créer de perturbations énormes sur la psychologie même de l'homme. J'ai fait un programme pour démarrer ma retraite dans 10 ans, dans 11 ans, dans 5 ans. Et brutalement, sans m'avertir, on me met à la retraite. Personne ne peut dire que ce n'est pas une punition. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé cette décision-là. Non. Si on me le fait, je vais protester. Ce n'est pas parce qu'on ne proteste plus qu'on va profiter pour faire tout cela. Ceux qui ont voté ces lois-là aussi, on va commencer par mettre des députés à la retraite forcée. Les députés là, on va commencer par dire non, tel que tu te comportes au niveau de l'Assemblée là, non, toi tu peux maintenant aller te reposer de façon forcée, te faire remplacer par tes suppléants. Ce n'est pas normal, non. C'est un drame, puisque j'apprends qu'il y a déjà 11 qui ont déjà l'AVC. Et ceux qui restent encore en activité, ils peuvent toujours croire que mon tour vient. Et tout le monde sera en train d'être... Il y a le tchadi. Et c'est aussi le qui-vive. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est un drame. C'est un drame. Combien ils sont au nombre de combien? 300 ou 400. Bon, donc après, ils vont encore trouver 1200. Et après, 1800. Et après, 2000, 3000. Finalement, ils vont vider l'administration de leurs compétences. Et on va commencer par recruter des Nougrounouis. Moi, je crois que c'est véritablement un drame social. Moi, je le dis à haute et intelligible voix. Non. Autre volet de l'actualité nationale, le centre de formation Choukela, basé en Afrique du Sud, se propose d'apporter son appui technique à l'encadrement des acteurs du monde agricole au Bénin. Ses responsables ont signé cette semaine un accord de formation avec Promo Fruits Bénin spécialisé dans la fabrication des jus naturels à Alada. L'accord signé permettra la formation des producteurs et transformateurs d'ananas. Tout s'est déroulé à l'ambassade d'Afrique du Sud à Cotonou au Bénin. Reportage. Le Bénin et la République sœur sud-africaine rehaussent à nouveau la qualité de leur coopération dans le sous-secteur de l'agriculture. Cela s'est matérialisé à travers la signature d'un accord pour la formation des producteurs et transformateurs d'ananas. Sud-africaine et mondiale. Voilà, ils vont échanger les paraphes et ils vont le faire encore. C'est le centre de formation sud-africain Choukela ayant l'expertise dans le renforcement des capacités des entreprises exerçant dans l'agroalimentaire et l'agrobusiness
qui se propose d'apporter un plus à la partie béninoise à travers la formation des étudiants de Promo Fruits Bénin. L'enjeu est de taille, font constater les deux partenaires qui unanimement ont apposé leur signature au bas des documents à l'effet de donner un caractère solennel à leur démarche commune. Nous avons estimé que le pilier central reste avant tout et après tout le capital humain. Voilà pourquoi nous avons décidé d'investir sur le renforcement des capacités de notre personnel en confiant son recyclage au centre de formation Soukela que nous avons visité 2 fois de suite et dont nous témoignons vraiment du sérieux et de la sérénité dans le travail. Les 2 visites que nous avions effectuées en Afrique du Sud nous ont convaincus que ce centre est un centre de renom. Tel que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, le centre fait ses 50 ans cette année, ce qui fait de nous le centre de formation le plus ancien en Afrique du Sud. Nous formons dans le domaine de l'agriculture et de l'ingénierie. Nous sommes donc ravis de former bientôt le personnel de Promo Fruits Bénin et j'espère que d'autres entreprises locales vont rentrer en partenariat avec nous. Notre rêve est que l'expérience de formation de vos personnels à Soukela ne se limite pas aux ateliers de formation de Soukela, mais que leur expérience soit partagée aux autres secteurs et domaines. L'ambassadrice de la République sud-africaine au Bénin s'est dite satisfaite de l'aboutissement de ce projet de partenariat qui vient booster les capacités managériales des acteurs de l'entreprise Promo Fruits. À son tour, le représentant du ministre béninois des Affaires étrangères a salué la chaleur de la coopération entre les 2 pays tout en indiquant la disponibilité du gouvernement à apporter son appui institutionnel à ce partenariat. Pour rappel, Promo Fruits est une entreprise basée à Alada dans le département de l'Atlantique et spécialisée dans la fabrication des jus de qualité sans additifs chimiques. Éducation à présent avec les membres de Synergie d'Action des organisations de la société civile du Bénin actives pour le secteur de l'éducation et de la formation. Ces acteurs ont organisé une conférence de presse ce mardi pour présenter aux professionnels des médias ce nouveau consortium d'acteurs engagés pour une éducation inclusive de qualité pour tous au Bénin. Ouliat Sanoussi pour les détails. Que faire pour assurer une éducation inclusive de qualité pour tous au Bénin? Comment rendre les OSC plus conscientes de leur rôle et responsabilités pour plus d'efficacité dans le secteur éducatif? C'est dans cette optique qu'est née, sous l'impulsion de l'association internationale Action Éducation, la synergie d'action des organisations de la société civile du Bénin actives dans le secteur de l'éducation et de la formation. Un consortium présenté au cours de cette conférence de presse. Action et Éducation, à 30 ans d'existence, s'est dit qu'il faudra faire une étude pour définir son positionnement. Et donc, quand les résultats de l'étude ont été présentés, il y a eu des recommandations. L'une des recommandations a été qu'aujourd'hui, Action Éducation accompagne les organisations actives dans le secteur de l'éducation et de la formation, les accompagne dans des actions de plaidoyer en vue de l'amélioration du système éducatif et de l'atteinte de l'ODD 4. Il y a la synergie d'action des acteurs de la société civile qui a été créée et qui permettra désormais de mettre ensemble tout ce que les structures actives en éducation font. Parce que le diagnostic est que les actions sont menées de façon éparse. Le Bénin s'est engagé pour les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, et travaille à ce que l'éducation inclusive de qualité soit une réalité. Malgré cela, beaucoup reste à faire. La mise en place de la synergie répond à un problème majeur, celui d'apporter un mieux-être éducatif pour tous et une éducation inclusive de qualité pour les plus défavorisés. L'identification d'enjeux et défis majeurs auxquels fait face notre pays en lien avec la prise en charge des enfants hors de l'école, 700 000 au Bénin, impliquant la nécessité d'une cartographie exhaustive pour rendre le système éducatif plus inclusif. Le développement d'alternatives éducatives formelles et non formelles face aux difficultés notées singulièrement dans le développement du calendrier scolaire.
Un défi majeur en termes de jouissance de droit à une éducation inclusive de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie reste à relever, afin que nous puissions avoir une éducation sans discrimination. Le consortium des OSC du Bénin, active dans ce secteur, compte agir de façon positive, efficace et durable pour contribuer à ce que ce droit soit garanti à toutes et à tous, singulièrement aux couches les plus vulnérables. La synergie d'action des organisations de la société civile du Bénin, actives dans le secteur de l'éducation et de la formation, a pour mission de promouvoir une éducation inclusive de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie. Ce nouveau consortium d'acteurs engagés veut focaliser ses actions autour du thème « Accès à une éducation inclusive de qualité pour tous » et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, avec un plan d'action qui s'étend sur la période 2024-2028. La faculté de médecine de l'université de Parakou est désormais dotée d'une nouvelle bibliothèque. Il s'agit de l'extension du bâtiment de la bibliothèque inaugurée en novembre 2022. L'édifice, fruit d'un partenariat tripartite entre la Fondation Vallée, le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB et la faculté de médecine de l'université de Parakou, a été mis en service ce mardi à la faveur d'une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités. Le compte rendu dans ce reportage. La traditionnelle coupure du ruban, suivie de la visite des locaux, voilà qui inaugure officiellement l'extension de la bibliothèque de la faculté de médecine. Un bâtiment de type R+2, moderne, spécialement conçu pour la documentation et la recherche en sciences médicales. Le projet est parti du constat selon lequel le premier bâtiment, inauguré en novembre 2022, ne répondait plus aux capacités d'accueil des visiteurs. Il se trouve que la bibliothèque de médecine à la faculté de médecine de Parakou, que j'avais entièrement financée il y a 2 ans, était pleine. Certains jours ont dépassé les 1000 lecteurs. Donc, il a fallu envisager un deuxième bâtiment à proximité immédiate. La Fondation Vallée, à travers ce projet de bibliothèque spécialisée en sciences de la santé, entend soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de la formation des médecins, mais à terme contribuer à la réussite du projet d'hôpital de référence qui est cher au président de la République et qui mérite de la main-d'œuvre très qualifiée. La Fondation Vallée et le CAEB, en optant pour cette extension, vise à offrir un champ large pour la recherche en sciences médicales à l'université de Parakou. Et forcément, le geste est salué par les autorités des canals rectorales. En voyant les sourires sur ces visages, vous comprenez que c'est un sentiment de joie qui nous anime et de bonheur, compte tenu de l'importance que requiert cette bibliothèque au sein de notre faculté et dans le dispositif de formation des étudiants, non seulement en médecine, mais de l'IFSIO et de l'ENASE, donc les étudiants en sciences de la santé. Monsieur le Président de la Fondation Vallée, c'est votre héritage que vous mettez à notre disposition. On vous dit immensement merci. Bien qu'appartenant à la faculté de médecine, l'édifice est aussi ouvert gratuitement aux étudiants en soins infirmiers et paramédicaux, ainsi qu'à toute la communauté universitaire. Remplie d'ouvrages en la matière et de très récentes éditions, cette bibliothèque constitue pour nous une porte par excellence et une référence pour l'accès à la culture, médicale avant tout, mais intellectuelle également. À la Fondation Vallée, au CAEB, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la construction de cette bibliothèque, l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine de l'université de Parakou, par ma voix, vous dit un sincère merci. La bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Parakou et son extension sont équipées de documents modernes dans les différentes branches de la médecine. L'entrée et les livres est gratuite.
Parlons à présent de la 3e édition de la fête de retrouvailles des descendants du roi Béhanzin. Le rendez-vous de cette année a une fois encore été l'occasion pour les fils et filles de cette lignée de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi Béhanzin ont été rappelés avec un accent particulier sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. 130 ans après, princes et princesses Béhanzin sacrifient à un devoir de mémoire. Nous allons suivre. Les manifestations sont à la 3e édition. Elles se tiennent chaque fois sur l'esplanade du palais privé du roi Béhanzin. C'est un rendez-vous au cours duquel hommes et femmes de tous âges issus de la lignée du souverain revivent l'histoire d'un héros dont la bravoure est reconnue ici au pays et même au-delà des frontières. J'ai la chair de poule toutes les fois que ce sujet-là est évoqué. Surtout lorsque je revisite le discours d'adieu de Béhanzin. Et je dis que j'ai un devoir. Un devoir de transmettre ce que je sais de cet acte aux générations futures, à mes progénitures, et que au-delà donc de Djimé, des Béhanzin, au-delà donc de la royauté de Dahomey, que l'on a eu même au-delà du Bénin. Contrairement à ce qu'ils ont voulu faire, ancré dans l'histoire, le requin est resté insaisissable. Et c'est ce qui fait aujourd'hui toute notre fierté. Par cet acte héroïque et inédit, vous nous avez donné la bonne leçon du nationalisme, de fidélité à vos compagnons et de respect de la parole donnée. Invincible Béhanzin, votre souvenir restera pour toujours dans nos cœurs et traversera monts et vallées, l'humanité tout entière, des multiples générations jusqu'à la fin des temps. Pour ce numéro de la fête des retrouvailles des descendants du roi Béhanzin, les moments forts du règne du souverain et de sa résistance aux colons ont encore été revisités. Un accent particulier a été mis sur les différentes batailles. Des nombreuses dates, celle du 25 janvier 1894 a une fois de plus retenu les attentions avec l'inédite rencontre de Goro. Ce qui est important, c'est fondamentalement l'héroïsme, le patriotisme, le courage, la stratégie de guerre de Dada Béhanzin quand il s'est retrouvé à Goro pour assumer toute la responsabilité morale. Le moment où le général Doss voulait lui serrer la main, il a refusé pour dealer légal du général de son armée et que c'est avec Sadi Carnot qu'ils peuvent échanger. Donc c'est l'héroïsme que nous célébrons. 130 ans après cette journée, c'est à un devoir de mémoire que sacrifient ces princes et princesses. Ils invitent chaque Béninois à faire sien les valeurs comme le respect de la parole donnée, la vérité, la sincérité, l'unité et le patriotisme. En plus des divers tableaux artistiques concoctés pour meubler les réjouissances, divers prix ont également été décernés à plusieurs personnes pour leur engagement à faire rayonner la culture. Mais c'est Dada Béhanzin pour ce soir pour moi à quoi pas voir pour dire pour gâteau le vin mais quand la force me boyer na yon mi tegbe qui donne le pour comité to gagne le to anoué j'ai to Patrice Talon mina dokuni. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.